mineurs noirs afro-américains en moins dans les prisons. Vous voyez la pauvreté noire américaine qui a baissé depuis des décennies. Le revenu de chacun, en fait, qui était beaucoup mieux. Je pouvais voir, en fait, tous ces chiffres qui nous disaient que des millions de Noirs américains sont dans une meilleure situation après mon mandat. Ce que, en fait, je dois accepter, c'est que, ce que chaque chef d'État doit accepter, c'est que j'ai mis 20 millions de personnes euh, j'ai donné accès à 20 millions de personnes aux soins médicaux, mais il y a 10 millions qui attendent encore. Il y a des institutions qui n'acceptent pas les dollars, les républicains qui refusent d'accepter des dollars Medicaid. Vous savez, si vous faites partie de ces 10 millions à qui on a refusé les soins médicaux, et ils ont refusé l'argent qu'on leur a proposé, en fait, pour implémenter cela. Je peux comprendre la frustration, votre frustration, si vous faites partie de ces 10 millions. Donc, ce système qui nous rend un disservice, en fait, c'est celui qui était censé, pardon, nous soutenir. Oui, mais vous savez, la pauvreté, en fait, euh, a baissé beaucoup plus vite, mais le problème, c'est que nous n'avons pas fait assez de bruit là-dessus, en fait. Parce qu'encore une fois, le but ici était de construire des coalitions où tout le monde participe, tout le monde doit se sentir concerné. Mais une grande partie de ma politique était orientée vers les gens qui en étaient dans le besoin plus que les autres. Et ceux-là sont les Africains américains. Par exemple, le fait que nous ayons une division, en fait, un conflit par rapport aux droits civiques. Nous avons dû changer les directives pour faire des jugements en justice. Vous savez, c'est ce genre de changement qui me font dire qu'il y a une raison pour laquelle il y a une moins grande population carcérale. Nous sommes capables de montrer que vous pouvez avoir une stratégie intelligente en termes de réduction du crime sans devoir emprisonner plus. Et en fin de compte, il n'y a aucun moyen de compenser les dégâts faits sur 200 ans en 4 ans. Maintenant, je comprends le présidence, vous savez. Vous recevez un bâton de la part de quelqu'un d'autre. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est courir, faire votre propre course, en fait. Ces gens n'ont peut-être pas les mêmes priorités que vous, mais il faut faire autant que possible, le maximum que vous pouvez faire dans le temps qui vous est imparti. Vous savez, on peut parler en fait du Recovery Act. Des centaines de milliers d'emplois
par mois ont été sauvés. Mais 6 mois après, l'économie grandissait. En fait, quand je suis arrivé, on perdait des centaines de milliers d'emplois par mois. Mais après, c'est mon arrivée. L'économie est remontée, mais la personne qui a perdu son emploi, ben, elle garde un sentiment de frustration parce que les gens souffrent encore. Et une partie de notre espoir, en fait, c'est que la personne qui va lire ce livre va reconnaître que nous avons essayé de faire un changement, une transformation systémique. Ce n'est pas juste la présidence, en fait. Par exemple, je vais dire en détail que, en tant que président, j'ai beaucoup de pouvoir, je suis la personne la plus puissante, mais j'ai malgré tout besoin du Congrès. Je dois m'assurer qu'il y ait une majorité dans le House et si je veux changer quelque chose, c'est clair que le gouvernement fédéral ne contrôle pas, n'a pas en fait nécessairement, n'est pas celui qui est en charge de département de police ou de système en fait de la lutte contre les crimes en fait. C'est plus le Parlement, dans le judiciaire aussi. Quand on parle de politique, c'est une erreur de dire une fois que je suis élu comme président, c'est fini. Les gens ne doivent pas faire cette erreur avec Biden et Kamala Harris, parce qu'il y a maintenant 2 sièges à Georgia qui arrivent, et si les républicains arrivent à gagner ces 2 sièges, Biden et Harris ne pourront pas changer les choses là-bas. Mais il faut alors mieux informer les gens pour leur dire, voilà, je voulais faire plus pour les Noirs, mais je ne pouvais pas. Lever les mains liées. Oui, mais c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Oui, mais tout le monde ne peut pas lire. C'est pour ça que je fais cette interview. C'est pour ça que on se trouve ensemble. Vous savez, on reproche aussi l'alliance avec Jeremiah. Non, on reproche à Biden cette alliance, mais c'est un jeu de qui perd gagne en fait. Non, il faut pas. Il y a certaines choses que vous devez répondre, auxquelles vous êtes certaines allégations auxquelles vous devez répondre de façon énergique, mais vous ne pouvez pas vous laisser plonger là-dedans. Mais il ne faut pas se laisser embourber là-dedans, en fait. On ne va pas commencer à jouer la défense contre des bêtises qui sont exprimées comme ça. Vous savez, c'est difficile de gagner en Georgie ou dans l'Iowa, mais quelque chose que j'espère ce livre arrivera à nous rappeler, ceux d'entre nous qui sont à Washington DC, à New York, à Los Angeles, parfois nous n'avons pas une idée claire. On ne se rend pas compte à quel point ce pays est grand et à quel point les gens en fait, nous vivons, les gens qui vivent en ville, certaines choses qu'on imagine qu'elles sont acquises, mais elles ne le sont pas. Oui, je me rends compte par les gens qui habitent en Caroline. Oui, mais vous savez, en fait, on pense que les gens devraient être traités de façon égale devant la loi, peu importe leur orientation sexuelle. Oui, c'est en fait la communauté trans, par exemple, c'est encore controversé. Les gens étaient surpris par des hispaniques qui ont voté pour Trump. Beaucoup d'entre eux, c'était même des évangélistes hispaniques, alors que Trump disait des choses carrément racistes envers les Mexicains. On parlait de traiter des gens sans papier dans des cages
mais, mais ils soutenaient leurs opinions sur les droits des, des transgenres et des homosexuels. Maintenant, on parle aussi, quand on observe en fait l'équipe de lutte contre la pandémie que vous avez établie, cette équipe en place, si elle n'avait pas été dissoute par l'arrivée de Trump, est-ce qu'elle n'aurait pas sauvé des vies? Absolument. Vous savez, il y a l'exemple au Canada, juste notre voisin, on est tous sur le même continent nord-américain. Ils ont perdu 40% de ce que nous, le nombre de gens que nous, on a perdu. Et donc, sur chaque 100 victimes américaines du Covid, le Canada en a perdu 40. Donc, c'était juste basé sur les bonnes décisions qu'ils ont prises. Non, si vous avez des gens qui votent, je ne vais pas dire de façon objective, mais ce gouvernement a échoué de façon misérable, en fait, pour faire dans des tâches, disons, qui sont basiques. Vous savez, la politique, c'est pas juste les chiffres, des politiques, il s'agit aussi de l'histoire qu'on raconte. L'histoire que les gens entendent sur Fox News ou de Rush Limbaugh ou dans leurs églises. On leur dit que les démocrates ne croient pas en la fête de Noël, ils ne s'intéressent qu'aux noirs et aux minorités. Ils essaient de vous prendre vos armes, de vous enlever vos armes. C'est toutes ces histoires-là qui leur sont racontées et les gens finissent par savoir ce sentiment qui sont en fait qui sont attaqués. Nous avons créé en fait dans ces politiques républicaines l'idée que les blancs, les hommes blancs sont victimes et ça ne correspond pas en fait à l'histoire ni aux faits observables, aux informations disponibles. Mais ce genre de sentiment va influencer votre manière d'être, votre manière de penser et d'agir. Oui, mais maintenant, j'ai l'impression que on est en train de parler des racistes et tout. Si on vivait dans une société où un homme, une voix, ce serait pas bien. Oui, je pense que ça résoudrait le problème. Prenons l'exemple du Sénat, le Wyoming, qui représente à peu près un demi-million de gens, a le même nombre de sénateurs que la Californie qui a pourtant 23 millions de gens. Ça veut dire que le Sénat américain, il est à la base absolument biaisé par rapport à certaines populations dans des États beaucoup plus blancs que les grands États côtiers. Et cette différence est importante. Et là, en fin de compte, changer cela va prendre beaucoup d'efforts. Rien que, par exemple, de s'assurer qu'il y a le droit de vote, en fait. C'est toujours un problème en Géorgie. Si nous contrôlons, en fait, le Sénat, en théorie, au moins, c'est possible alors de faire passer une loi sur les droits de vote. Et ça nous permettra d'éviter de supprimer ce genre d'intimidation qu'on voit dans tout le pays, en fait. Maintenant, en parlant du collège électoral,